Salut, vous êtes toujours sur Iggy TV et on continue notre découverte de Warhammer Underworld Nightvault avec les cartes. Alors si vous avez déjà regardé l'autre vidéo d'unboxing, vous avez vu que j'ai passé très rapidement les cartes parce que j'avais envie de les passer justement en détail dans cette vidéo-là. Et si vous ne l'avez pas vu, sachez que j'ai fait une autre vidéo d'unboxing où on voit un petit peu le terrain, enfin toutes les nouveautés qu'on peut avoir dans Nightvault. Alors on y va pour ce premier paquet de cartes. Donc on commence avec le chef, Aberon Stormsire. Alors leur capacité d'exaltation c'est quoi? C'est ce combattant réussit à lancer un sort. Donc pour lui c'est assez facile parce qu'il a déjà un sort qui est directement imprimé sur sa carte. Alors là, on va refaire le petit point. Ici, vous avez sa faculté à lancer c'est le nombre de dés qu'il va lancer pour faire de la magie. Ça, sa première attaque. Donc une attaque déjà qui est pas mal parce qu'il y a une bonne portée. Elle frappe à 2 cases et donc elle envoie 2 marteaux pour 2 dommages. Et ensuite, ici, vous avez le petit symbole de magie. Donc là, c'est comme un tir. Ça ressemble un petit peu au tir de Farstrider. Sauf que du coup, il faut réussir un petit test de magie, mais ce qui est plutôt pas mal parce que c'est sa condition d'exaltation. Donc à 3 cases, ça c'est le symbole de focalisation. Donc vous lancez 2 dés et il faut obtenir au moins un symbole de focalisation pour mettre un dommage. Voilà. Alors ensuite, mouvement 3, un bouclier, 4 de points de vie, c'est assez classique. Quand il est exalté, donc sa première ligne de stats ne change pas, son sceptre. Par contre, l'injonction là du coup passe à 2 dommages, donc au lieu d'un seul, ce qui commence à être pas mal avec portée 3. Et puis il gagne aussi les 2 boucliers de défense. Voilà. Ensuite, on passe à Amis Dawnguard. Alors elle a aussi en fait une capacité ici, on va commencer par ça. Donc du coup, catalyseur, action sort avec canalisation, pardon, j'ai peut-être me mélanger au début. Donc c'est les petits éclairs. Donc si ce sort est lancé, vous pouvez relancer un dé d'attaque chaque fois que ce combattant fait une action d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc la fin de la phase, ça veut dire tout l'ensemble des 4 actions. Donc si vous l'activez en premier et que vous lancez ce sort, et qu'on ne sait jamais, vous avez la possibilité de faire 3 actions, le bonus va être pour les 3 prochaines actions. Donc l'intérêt aussi, c'est que comme elle a un sort directement, elle peut aussi facilement s'exalter. Voilà, il suffit qu'elle réussisse. Alors par contre, elle a un seul dé à lancer, mais bon, il y a 3 faces avec canalisation, je vais y arriver, plus la phase critique, ça fait 4, donc ça fait 2 chances sur 3 de réussir, ce qui est plutôt quand même pas mal. Donc une petite attaque assez classique pour un Stormcast, voilà, qui frappe à 2 marteaux à 2. Une lame tempête. Alors oui, ici le petit bonus c'est le recul. Recul 1, vous l'avez vu. La lame tempête, donc avec 3 pour 2. Bon, est-ce qu'on a besoin des 2? Je ne sais pas trop. Hop. Après, l'intérêt c'est que bien sûr, si vous lancez plus de dés, vous avez plus de chances de faire des critiques. Ça, si vous jouez à Shadespire, vous l'avez compris. Alors là, petite subtilité, c'est que, vous voyez, elle a un seul bouclier. Alors que notre ami le chef, lui, en avait 2. Pourquoi? Parce que vous avez cette capacité-là qui vient se rajouter. Donc les jets, bouclier et esquive sont des réussites quand ce combattant est la cible d'une action d'attaque. Donc c'est comme si elle avait une garde automatique, en fait. Voilà. On retrouve toujours son catalyseur. Et puis après, son arme a gagné, en fait, de la force et un nombre de dés. Donc vous voyez, on est passé à 3 marteaux pour 3 dommages. Voilà. Évidemment, on a perdu l'autre attaque, mais bon, il n'y avait vraiment aucun intérêt, parce que là, on lance vraiment aussi 3 dés. Voilà, et le troisième larron, Rastus l'ensorcelé, donc avec toujours une attaque un petit peu la même que ce qu'on avait avant, sans le recul, donc 2 marteaux et 2 dommages, et la lame des tempêtes chargée, donc là qui est fracassant, mais qui met que 1 dommage, donc bon, voilà. Après tout le reste ici c'est identique, donc il peut s'exalter aussi assez facilement, et une fois exalté, voilà, son marteau passe à 3, mais reste à 2 dommages. Bon, après, il est fracassant, donc comme il y a beaucoup de boucliers dans le jeu, c'est quand même plutôt pas mal. Mais on n'est pas non plus sur de la grosse percussion, c'est-à-dire qu'ils vont souvent devoir frapper plusieurs fois pour abattre des combattants un petit peu forts, un petit Stormcast. Dès qu'il y a 4 blessures, ça va être un petit peu compliqué de le one-shotter. Et puis ici, on a déjà vu, c'est exactement la même chose. Voilà, donc ça c'était pour les persos. Maintenant, on va regarder les cartes. Alors, il y a pas mal de cartes en fait qui sont des redites, qui viennent déjà de la première boîte de Shadespire. Donc, je vais passer assez rapidement sur ces cartes-là. Et puis, on va plutôt s'occuper des nouveautés en fait. Donc, conquête, marque associée à la 3e phase de fin. Si tous vos combattants survivants amis sont sur le territoire de votre adversaire pour 2 points de gloire, ça on connaît. Donc, ça peut être pas mal. Alors, tenir les objectifs, ça on va passer très vite pour gagner du temps.
Suprématie, très bonne carte. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que, du coup, marquez ceci à une phase de fin si vous tenez au moins 3 objectifs. Il n'y a pas de précision sur quel objectif. Ça peut être n'importe où. Donc, on n'est pas obligé de... Enfin, on n'est pas tenu au hasard de la pioche des objectifs. Enfin, pour les placer sur le terrain. Et puis, ça rapporte 3 points de victoire. Donc, une carte qui rapporte 3 points de victoire avec une condition qui est facilement réalisable, je pense, dans certaines conditions. Très bonne carte. Voilà, suprématie, moi je la joue quasiment à chaque fois. Hein. Alors ensuite, nouveauté, donc marquez ceci à une phase de fin si votre bande a mis un chef ennemi hors de combat à la phase d'action précédente. C'est réservé bien sûr aux les briseurs de malédiction. On va l'appeler les briseurs. Hein. Donc c'est réservé aux briseurs, mais bon voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On peut passer. Marquez ceci une phase de fin si votre bande a mis au moins 2 combattants ennemis hors de combat. Alors, pour juste un point, ça peut être un petit peu compliqué, surtout qu'on a vu que bon, ça va être difficile de faire ça au premier tour, sauf si vous jouez contre vraiment une équipe faible, hein, des Skaven, des petits squelettes. Mais même encore, comme ils n'ont pas forcément la portée, ni la mobilité forcément, bon, c'est pas une carte que je mettrais forcément. Un pour tous, marquez ceci immédiatement, ça c'est toujours intéressant, si un combattant ami effectue une action d'attaque avec 2 combattants amis en soutien. Donc ça, faut prévoir le coup, faut bien se placer. C'est intéressant parce que vous la marquez immédiatement, par contre l'inconvénient c'est que il faut que les 2 autres aussi, leur action les amène à venir en combat. Et j'aime pas trop qu'il faille dépenser entre guillemets 3 actions pour réussir à faire quelque chose. Dompter la tempête. Donc marquez ceci immédiatement si un combattant ami réussit à lancer un sort. Voilà, ça c'est la carte que vous avez envie de jouer, ça c'est la carte qui sera tout le temps utilisée. Parce que c'est un marquez ceci immédiatement, ça c'est ce qui est le plus fort. Un point de victoire, voilà. Et puis si vous réussissez à lancer un sort, tous vos combattants lancent des sorts naturellement. Donc du coup, voilà, ça c'est une carte auto-include. Frappe mesurée. Marquez ceci immédiatement si un combattant ami fait une action d'attaque réussie qui provoque le nombre exact de dégâts nécessaires pour mettre sa cible hors de combat. Donc il y a une carte générique qui est, je ne sais plus quel est son nom, mais qui fait exactement la même chose. Et bien du coup, moi c'est une carte que je joue assez souvent parce que c'est assez facile au final. Des fois... c'est pas des grandes, il n'y a pas des grands deltas, donc du coup, entre eux, il faut que je lui mette 2, j'ai souvent capacité de mettre 2, c'est souvent ce qui peut arriver. C'est une situation qui peut arriver assez souvent. Et comme c'est marqué ceci immédiatement, voilà, ça c'est une carte que moi je jouerais aussi, même si elle est un petit peu, voilà, faut que ça se passe bien, mais on peut provoquer facilement cette situation. Confusion, c'est du déjà vu, choisissez 2 combattants et permettez leur place. Plus un dé pour la prochaine action d'attaque, voilà, on connaît. Pas de côté, choisissez un combattant ami, poussez-le d'une case. Alors, voilà, nouveauté. Donc là, vous avez le symbole des pouvoirs magiques. Je ne sais plus comment ça s'appelle des cartes magiques, simplement, on va dire. Alors, manœuvre de sort. Alors, qu'est-ce que c'est manœuvre? Manœuvre, c'est le nom, en fait, des cartes grises, comme ça. Avant, on appelait ça les cartes tactiques. Maintenant, ça s'appelle les cartes de manœuvre. Donc, vous avez 3 types de cartes de manœuvre. Vous avez les cartes de sort, les cartes d'amélioration avec l'engrenage, et puis les cartes de subterfuge avec le couteau. Donc manœuvre de sort, c'est-à-dire que pour pouvoir lancer cette carte, hein, en plus des conditions classiques, à savoir à quel moment on peut jouer une carte, il faut réussir un test avec 2 canalisations. Je vais pas y arriver. Je vais y arriver à force, hein, mais voilà. Donc 2 réussites, ça veut dire déjà que si vous lancez qu'un seul dé, vous pouvez pas y arriver. Donc il faudra un bonus, et ça veut dire aussi que il y aura que le chef qui va pouvoir la lancer si on la joue justement avec ce paquet-là. Donc il faut réussir en plus 2 fois, et si ce sort est lancé, sollicitez un combattant ami et retirez jusqu'à 2 pions de blessure de sa carte de combattant. Je sais pas trop quoi en penser, parce que, alors si vous voulez vraiment jouer une liste très survie, vous jouez la potion de soin plus celle-ci, puis plus après encore une autre qu'on verra, pourquoi pas. Si vraiment votre but c'est de survivre sur la table. Après, si vous avez juste envie d'une carte pour soigner, je pense que la potion de soin est un petit peu plus sûre, parce que déjà elle peut être utilisée par tout le monde. Là, il faut que votre chef soit encore en vie. Voilà, c'est à vous de voir. Je pense pas que ce soit une carte qu'on va mettre tout le temps. Ça peut être sympa, mais comme c'est pas une amélioration, alors ça aurait été une amélioration qu'on pouvait laisser sous un perso, alors oui, là, ça aura vraiment été très fort. Là, bon voilà, plus en fonction de la liste, hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Posture de Leatherwing. Les combattants amis ont plus 1 en défense lors de la première action d'attaque de la prochaine activation. Bon, voilà, rien d'extraordinaire, c'est du déjà vu.
Manœuvre de sort avec une focalisation. Si ce sort est lancé, choisissez un combattant ami adjacent au lanceur, retirez un pion blessure de sa carte de combattant. Voilà, ça c'est plus facile à lancer parce que déjà tout le monde peut le lancer. Focus, vous en avez 2 plus le critique, ça fait une chance sur 2 de réussite. Voilà, c'est moins sûr que la potion. Là encore, je préfère la potion parce qu'elle, elle va faire 1 ou au mieux 2. Voilà. Cri du tonnerre, manœuvre de sort aussi avec 2 canalisations. Si ce sort est lancé, choisissez un combattant ennemi. Ce dernier et tout combattant qui lui est adjacent subissent 1 dégât. Ah oui, alors c'est encore plus fort parce qu'il n'y a pas de portée. Ouais, c'est super fort en fait. Hein. C'est super fort. Ah, je pensais au début que c'était le combattant ami. Tous les combattants qui étaient autour prenaient une blessure. Comme quoi, hein, pourtant j'ai lu les cartes, mais il faut bien lire à chaque fois. Si ce sort est lancé, choisissez un combattant ennemi. Ce dernier et tout combattant qui lui est adjacent subit 1 dégât. Alors voilà. Alors déjà, tous les combattants qui sont adjacents, ça veut dire que vous pouvez vous-même vous causer des blessures. Donc ça, il faut faire attention. Par contre, c'est sans limite de portée. Il n'y a même pas de notion de ligne de vue. Ce qui est assez fort en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de notion de pour lancer un sort, il faut avoir une ligne de vue. Donc du coup, ça veut dire que vous choisissez un combattant sur le champ de bataille, ennemi, et s'il y a des ennemis, enfin s'il y a ses collègues autour, ils vont prendre un dégât. Voilà, donc il faut pouvoir le lancer, mais c'est quand même plutôt pas mal. Je pense que c'est une carte qui mérite d'être jouée. Focaliser la tempête. Donc là, Inné, alors Inné, c'est une nouveauté, ça c'est une nouveauté de Nightvolt. Inné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une réussite de ce type-là automatique. Donc pour le prochain sort que votre bande tente de lancer, cet effet est persistant. Persistant, c'est une nouveauté aussi, ça veut dire que la carte va rester en jeu tant qu'elle n'a pas été utilisée. Donc vous voyez, c'est une carte de subterfuge, donc vous la jouez à la fin d'un tour adverse, ou même votre tour, pourquoi pas. Et donc du coup, vous avez Inné, donc vous allez tout le temps rajouter une canalisation. Donc ce qui veut dire qu'on peut justement lancer plus facilement ce sort qu'on a vu juste avant. Donc une carte aussi à mon avis qui va être jouée tout le temps, parce que même si vous avez un sort qui a juste besoin d'une canalisation, ça veut dire qu'il va être lancé automatiquement. Voilà. Assaut foudroyant, réaction, jouez ceci après une action d'attaque ami qui a échoué. Ce combattant peut effectuer une autre action d'attaque qui cible le même combattant. On connaît, c'est du déjà vu, mais c'est toujours sympa. Frappe foudroyante, plus 1 dégât à la première action d'attaque d'une portée de 1 ou 2, on a déjà vu aussi. Voilà. Endurance accrue, plus 1 en blessure, on connaît, plus 1 en mouvement, on connaît, plus 1 en dégâts, on connaît. Alors, s'il y a un truc qui était sur la première édition de Chessplayer, il n'y avait pas beaucoup de portée 2 en fait. Et à chaque fois, il précisait portée 1 ou 2 sur les cartes malgré tout. Et comme là, du coup, le chef a une attaque portée 2, bah, du coup, c'est quand même plus sympa d'avoir prévu ça à l'avance. Hein. Donc voilà, bien joué. Porte-bonheur. Donc porte-bonheur, faut voir. En fonction du méta, ça peut être une carte qui peut être jouée dans beaucoup de decks. Donc c'est, vous voyez, une amélioration. Donc en réaction, pendant l'action du sort ou d'attaque de sort de l'ennemi, si le sort est lancé et que le lanceur est à 3 cases au moins de ce combattant, lancez 3 dés de magie. Si vous obtenez au moins un critique, le sort n'est ni lancé ni résolu. Dans tous les cas, défaussez cette carte. Ça peut être sympathique parce que du coup, ça vous fait 3 chances sur 6 égale 1 chance sur 3 de pouvoir annuler en fait un sort. Alors après, bien sûr, on ne connaît pas tous les sorts qui vont sortir avec les extensions. Difficile, mais je pense que ça peut être... pourquoi pas? Déjà, dans un deck de base, c'est pas mal. Après, quand on va réfléchir à un deck un petit peu plus poussé, bah, ça va dépendre du méta. Voilà, à vous de voir. Bâton de foudre, action de sort avec une focalisation. Si le sort est lancé, choisissez un combattant ami. Ces actions d'attaque ayant une seule cible ont plus 1 en portée jusqu'à la fin de la phase. Donc là, du coup, ça peut être plutôt pas mal. Hein, parce que, comme on a des portées d'attaque qui peuvent être... alors un combattant ami, ça peut être lui-même. Hein, Stormslayer, vous voyez, il frappe déjà à 2, ça veut dire qu'il peut frapper à 3. Donc plutôt pas mal, plutôt sympathique. Après, moi, je sais que j'aime pas trop les améliorations qui sont que pour un personnage. Parce que s'il est mort, et bah, du coup c'est une carte morte. Alors réaction, après une action d'attaque de ce combattant ayant réussi, infliger un dégât supplémentaire à la cible de l'action d'attaque. Ça c'est plutôt pas mal. Alors après c'est une réaction, donc ça veut dire que si vous êtes en train d'attaquer, c'est l'adversaire qui aura la priorité pour jouer une réaction. Donc ça n'arrivera pas souvent, mais il faut quand même l'avoir en tête. Et du coup vous n'aurez pas la possibilité de déclencher cette réaction-là. Bon, ça n'arrivera pas souvent, mais il faut quand même l'avoir en tête. C'est pas automatique, mais bon, 90% du temps, ça va passer. Donc c'est plutôt pas mal, et en plus, c'est pour 2 personnages. Donc c'est plus polyvalent. Alors une bourrasque, aussi une réaction. Après l'action d'attaque de ce combattant, vous pouvez le pousser d'une case. Voilà. Ça on connaît, on avait déjà vu. Puissance de la tempête, plus 100 en dégâts à toutes les actions d'attaque de sort. Donc là aussi, c'est une amélioration. Donc ça va être
tout le temps. Et là, par contre, c'est automatique. Il n'y a pas ça se déclenche automatiquement, voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que, comme en plus, on peut la jouer pour tout le monde. Je pense que c'est une carte qu'on va jouer à chaque fois. Zèle implacable, donc une réaction. Après que l'action d'attaque de ce combattant est mis hors de combat à un combattant ennemi, il peut faire cette action d'attaque. Ouais, je suis mitigé, ça veut dire qu'il faut déjà être au contact avec 2 personnages. Ça veut dire que du coup, vous avez un malus, hein, parce que s'il y a 2 personnages, ça veut dire que l'autre a un bonus pour sa défense, avec les soutiens. Bon, voilà, c'est pas une carte qui m'enchante. Détonation cinglante. Cible tous les ennemis adjacents. Effectue un jet séparé pour chacun d'eux. 2 épées, 2 dommages. Oui, c'est pas mal. Si vous savez que vous allez jouer contre une bande populeuse, des petits scavens, des petits squelettes, ou même les épines, ça peut être pas mal. Voilà, on a fait le tour de ce premier paquet. On va aller regarder maintenant directement le deuxième paquet qui est réservé justement aux épines. On commence avec les Chain Rasp, donc il y en a 1, 2, 3, 4, plus après un petit peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'il a comme capacité? 3 de mouvement, 1 d'esquive, 2 points de vie, hein, c'est ce qu'on va retrouver comme ça, vous voyez, à chaque fois. Et leur capacité d'exaltation, c'est ce combattant est adjacent à un combattant ennemi au début de votre activation. Donc c'est-à-dire qu'avant que vous fassiez une action, eh bien si un de vos personnages, n'importe lequel, est adjacent à un ennemi, il va s'exalter automatiquement. Ce qui peut être plutôt sympathique. Vous allez voir pourquoi après, bien sûr, on va le voir après. Donc du coup, les attaques, je peux les étaler peut-être comme ça. On va voir un petit peu les différentes choses, ça va me faire gagner du temps, parce que sinon après c'est un petit peu à chaque fois la même chose, évidemment tout ne rentre pas dans le cadre, voilà, on va mettre ça comme ça. Donc à chaque fois ils ont leur petite particularité, vous voyez, 2 épées pour 1, une épée pour 2, une épée pour 2, hop, ici, et là, un marteau pour 1, voilà. Et puis ensuite, quand on les exalte, alors si oui, je ne vous ai pas parlé de leur capacité spécifique de faction, qui est ici, on ne peut pas lire parce qu'il y a un reflet. Ce combattant considère une case fatale comme une case normale et peut se déplacer à travers une case bloquée ou occupée, mais doit terminer son mouvement dans une case vide. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez traverser toutes les cases du terrain sans être embêté, même si c'est une case bloquante, même s'il y a un combattant. Donc ça leur donne beaucoup de mobilité. Sachant qu'ils sont quand même assez mobiles, hein, vous voyez, ils ont 4 quand même, hein, de mouvement, donc ça permet vraiment de faire des choses. Donc c'est plutôt pas mal, et comme on peut les exalter, je pense, assez facilement, voilà, je pense que c'est plutôt correct, hein. Bien sûr, après, ils ont 2 d'esquive. Là aussi, la bonne défense, 2 d'esquive, c'est pas mal. Parce que plus on lance de dés, encore une fois, plus on a de chance de faire des critiques. Et ensuite, donc vous voyez, on a vu les modifications. Là, on gagne recul 1, 3D pour 1, 2D pour 2, 2D pour 2. Voilà, ces deux-là sont assez similaires. Et puis ici, 2D pour 1 avec toujours la capacité fracassant. Voilà. On passe aux autres persos. Alors, ce combattant est un Chain Rasp, donc ça, faut pas l'oublier, même s'il n'est pas marqué ici, c'est une sorte de personnage, mais il est quand même Chain Rasp. Donc, c'est dur à prononcer, hein. Donc, 3 blessures, voilà, un petit peu plus que ses collègues. Il bouge déjà à 4 naturellement, alors que les autres c'était 3. Et puis après, il a une arme qui rigole pas, hein, 2 marteaux pour 2 dommages. C'est ce qu'on a, hein, sur les Stormcast, hein, vous voyez, ce qu'on avait sur les versions non exaltées. Vous voyez ici, hop. Donc bien sûr il y a la capacité recul, mais bon voilà, c'est quand même pas mal. Donc une fois exalté, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne fracassant 2 et 2. Et voilà, bien sûr l'esquive, hein, l'esquive toujours à 2. Voilà. Alors lui, ça va être à mon avis un des personnages principaux. Ce qui est intéressant dans cette bande, c'est qu'il y a justement 2 personnages à cibler. C'est pas comme avec la garde sépulcrale, il y a vraiment le chef, le veilleur à cibler. Là vous avez donc Varclav le Cruel, qui pour une action pousse tous les Chain Rasp amis de jusqu'à 2 cases. C'est hyper fort, je trouve. Alors, faut le jouer, je ne l'ai pas encore joué, mais sur le papier, ça a l'air super fort, que ce soit pour du contrôle d'objectif. Vous jouez en dernier, vous laissez l'autre s'activer avant, comme ça vous allez terminer, et ce qui veut dire que vous allez pouvoir justement prendre des objectifs à la fin, enfin, ou se mettre en contact pour exalter tout le monde. Franchement, c'est une super capacité, hein. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors bien sûr, vous faites rien, vous faites que bouger, mais vous bougez avec tout le monde, hein. C'est mieux encore que le veilleur, où du coup, lui, il faisait bouger juste 2 squelettes. Donc il n'y a pas de possibilité de faire revenir justement les persos des épines, mais bon, ça paraît quand même pas mal, hein. Donc ensuite,
Pareil, une arme qui rigole pas, donc 2 marteaux pour 2 dommages, qui est plutôt sympa. Il bouge à 3, il a 2 d'esquive naturellement, ça aussi c'est plutôt correct. 4 points de vie, on n'a pas envie qu'il meure. Et une fois exalté, 2 dommages pour 3, donc là ça commence vraiment pas à rigoler. Toujours 4 de mouvement, enfin non, est-ce qu'il avait les... je me rappelle plus. Hop, non, voilà, il gagne donc un mouvement en plus, 2 esquives à nouveau. Voilà, donc un personnage plutôt sympa. Et puis on termine par le chef, la reine des ronces. Donc toujours la même capacité. Alors, 2 de magie, ce qui est pas mal pour pouvoir lancer des sorts. Par contre, elle n'a pas de capacité naturelle à lancer des sorts. Donc ça veut dire qu'il va falloir passer par des cartes. Ensuite, le fouet des ronces, donc portée 2, 3D pour 2 dommages, ce qui est très bien, moi je trouve ça très bien. Mouvement 3, esquive 2 et aussi 4 points de vie. Et une fois exalté, voilà, on passe à 3 dommages et 4 de mouvement. Voilà. La petite subtilité. Donc sur le papier, déjà les persos, je les trouve plutôt pas mal, hein, parce qu'on a 2 persos qui sont pas mal, un troisième qui fait bien le taf quand même, et puis après les autres petits qui viennent embêter l'adversaire. Alors l'inconvénient bien sûr, c'est que toujours quand vous avez une bande populeuse, vous allez facilement donner des points de victoire à l'adversaire, mais bon voilà, ça vous permet aussi d'avoir un bon contrôle de table. Alors, carte annihilation, ça on connaît, on va passer. Refus, on connaît, on va passer. Tenir l'objectif 1, 2, 3, 4, 5, on connaît, on va passer. Condamnation à mort. Alors, marquez ceci immédiatement si au moins 3 combattants amis sont adjacents au même combattant ennemi. Ça, c'est facile à faire parce que justement, vous avez votre capacité à bouger. Et comme du coup, vous pouvez jouer cette carte immédiatement, on n'est pas obligé d'attendre, l'adversaire ne peut pas répliquer. Donc du coup, je pense que c'est vraiment une carte très très intéressante à jouer pour gagner facilement un point de victoire. Exécution, marquez ceci à une phase de fin si votre bande a mis un chef ennemi hors de combat. Voilà, on connaît. Conquérir la ville, marquez ceci à une phase de fin si vous tenez tous les objectifs d'au moins un plateau du jeu. Et donc là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez faire exprès de mettre tous les objectifs quasiment chez l'adversaire, sauf un. Et ce qui veut dire que si vous contrôlez l'objectif qui est chez vous, eh bien, bah voilà, hein, marquez ceci si vous contrôler tous les objectifs d'au moins un plateau. Ben voilà, sur un plateau, il n'y a qu'un seul objectif, vous le contrôlez. Donc, je pense que dans une liste qui est construite un petit peu autour de ça, c'est une carte qui est assez sympathique. Hein, parce que là, c'est pareil, on ne s'enquiquine pas avec le numéro. Adversaire au doigt, marquez ceci immédiatement si votre bande effectue une réaction. Donc là aussi, ça c'est fort. Ça c'est fort parce que c'est du immédiatement et une réaction, vous allez voir que dans les cartes, il y en a pas mal. Donc ça aussi, c'est une carte vraiment pas mal, qui donne encore envie de jouer. Là, j'ai vraiment envie de jouer les ronces. Alors, nuée d'esprit, marquez ceci immédiatement si au moins 2 combattants amis se sont déplacés à travers une case occupée par un combattant ennemi à cette phase. Et ça peut être la même. Donc du coup, première action, vous envoyez vos 2 persos juste à côté, l'adversaire fait quelque chose, on imagine qu'il les tue pas peut-être, si justement c'est un personnage qui a fait une charge, donc du coup il peut pas réagir. Vous, au début de votre activation, du coup, vous devenez exalté, parce que vous étiez à côté, et puis après, vous passez simplement sur le même combattant, et puis vous marquez nuée d'esprit. Donc voilà un petit peu le gameplay. Confusion, choisissez 2 combattants et permutez leur place. Bon ben voilà, ça c'est du connu. Plus 1 dé pour la prochaine action d'attaque. Voilà. Terre fissurée, voilà, ça c'est une nouveauté. Donc c'est un sort. Donc pour le lancer, manœuvre de sort, toujours avec une canalisation. Si ce sort est lancé, choisissez une case vide adjacente au lanceur et placez-y le pion faille. Le pion faille, vous savez, c'est les petits tentacules hein, qui sont apparents. Et une case avec ce pion est fatale. Donc c'est-à-dire que du coup, il y a, si vous passez dessus, vous mettez un point de dommage. Alors, on peut tout à fait le mettre sur une case qui est occupée par un adversaire. Le problème, c'est que les cases fatales, on prend des dommages quand on rentre dedans. Donc du coup, l'adversaire, il va être dedans, il n'aura pas son point de dommage, et il va pouvoir en sortir gratuitement sans subir la pénalité. Donc il faut bien l'avoir en tête aussi. Par contre, ça peut protéger une zone, ça peut embêter justement s'il y a des... Vous savez, sur la map qu'on avait vu avec les 3 pylônes, si vous en mettez un au centre, ça peut être sympa. Donc à voir en pratique, mais ça peut être aussi bien que... Parce qu'après, vous savez, il y a toujours les cartes en fait, de mouvement, il y a beaucoup de capacités de mouvement, donc vous pouvez mettre cette case fatale, et puis pousser justement l'adversaire, ou intervertir le personnage, donc voilà. Vous voyez, hein, choisissez un combattant ami, poussez d'une case, ça c'est du classique. Progressionnisera, poussez tous les chaînes rasp amis de jusqu'à 2 cases. Ce mouvement doit les rapprocher du combattant ennemi le plus proche. S'il y a le choix, choisissez vers lequel le chaîne rasp est poussé. Bon, ça, vous l'avez de base, mais je pense que ça peut quand même être intéressant parce que ça peut vous faire un double mouvement, en fait. Vous voyez, vous avez alors je sais plus comment il s'appelle, Varklar, qui est celui-ci, hein,
qui va tous les pousser, et puis en plus, vous jouez ceci, et du coup, ça veut dire que toutes vos figurines ont parcouru 4 cases. Ça commence à pas rigoler. Hein. Je pense qu'il y a vraiment, en termes de mobilité, et la mobilité, on sait que c'est hyper important chez Spire et à Nightvolt. Ouais, je pense que c'est une très bonne carte aussi. Malice infinie, réaction à jouer après qu'un combattant ami ait échoué dans son action d'attaque, ce combattant effectue une autre action d'attaque. Contre la même cible, on connaît, mais c'est une réaction. Et comme on a envie de jouer des réactions, c'est plutôt pas mal. Paraspectral, choisissez un combattant ami qui n'a pas de pion de garde, placez un pion garde à côté de lui. Et comme on a beaucoup de combattants qui vont lancer 2 dés, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte parce que même sur vos gros persos, du coup, vous lancez 2 dés, toutes les esquives, ça va être des réussites, tous les boucliers des réussites, évidemment, tous les critiques des réussites. Donc ça fait une bonne survivabilité. Donc cri déchirant, manœuvre de sort. Si ce sort est lancé, chaque combattant ennemi adjacent au lanceur subit un dégât. Voilà, ça c'est ce que je confondais avec l'autre carte. Donc c'est pas une amélioration, ça va être joué qu'une seule fois. Pourquoi pas, faut voir. Bon, il faut emmener aussi votre reine des ronds, parce que c'est la reine des ronds qui va lancer. Il y a quelqu'un qui a la capacité de le faire. Au corps à corps, je suis pas sûr que j'ai envie de le faire. Est-ce que vraiment... je sais pas. Pourquoi pas. Après, vous voyez, comme c'est une... je sais pas trop, à voir, voilà. Bon, j'ai pas encore un avis sur toutes les cartes, hein. Puis ça évolue, hein, faut les jouer les cartes, hein. C'est difficile, rien qu'en voyant la carte, de dire, bon tiens, ça va être... Bon, il y a des cartes, vraiment, vous dites, ouais, ça ok, c'est fort. Il y a des cartes, vous dites, ouais, vraiment, là, je vois pas trop l'intérêt. Et puis il y a des cartes comme celle-ci, où il faut voir en situation, ça peut paraître fort, mais à jouer, au final, bon, on peut s'apercevoir qu'au final, on les joue jamais, et que c'est pas si terrible. Alors, la première action d'attaque de la prochaine activation est fracassante, pourquoi pas. Là, une réaction à jouer après qu'un combattant ennemi ait mis un combattant ami adjacent hors de combat avec une action d'attaque, l'attaquant subit un dégât. Voilà, ça peut être sympathique. Plus 1 en blessure, avec une amélioration, on connaît. Plus 1 en mouvement, on connaît. Plus 1 en dégâts, on connaît. Alors, après qu'une action d'attaque d'un combattant ennemi ait échoué en visant ce combattant, poussé sur la ligne d'une case. Bon, je suis pas sûr, parce qu'on a déjà beaucoup de maniabilité avec l'armée. Est-ce qu'on faut encore rajouter du mouvement? Pas sûr. Terreur rampante, réaction. Après que ce combattant a effectué une action de mouvement, lancez un dé d'attaque pour le premier combattant ennemi qu'il traverse. Sur marteau ou critique, ce dernier subit un dégât. Ça, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que c'est une amélioration. Une amélioration, ça veut dire que vous allez pouvoir le faire à chaque fois que ça survient. C'est pas une seule fois. Et donc déjà, vous allez déclencher souvent des réactions pour la carte qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui est une carte que moi je vais jouer immanquablement. Et après, vous allez faire exprès justement comme ça de passer à travers les ennemis. Et puis, comme il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de moments où ça peut se déclencher, vous avez beaucoup de capacités de mouvement, on peut vraiment passer souvent comme ça. Et puis l'adversaire, il peut rien faire, il peut pas se défendre. Et il y a une chance sur 2 qu'il perde un point de vie. Franchement, je pense que c'est auto-include aussi. Ça, c'est les cartes, je pense que ça sera tout le temps joué, ça. Alors ensuite, toucher glacial. Le résultat, esquive ne sont pas des réussites lors des jets de défense effectués contre une action d'attaque de ce combattant. C'est pour un de vos Chain Rasp, et je vous rappelle que le plus gros, là, le pendu, il peut justement avoir cette carte-là. Poussé par la haine, plus 1 dé à son action d'attaque lorsque ce combattant effectue une action de charge. Bon voilà, ça peut être sympathique. Surtout qu'il n'y a pas de restriction, hein, ça peut être pour n'importe qui. Donc aussi une très bonne carte. Vrille étrangleuse, donc c'est pour le pendu. Donc une attaque. Un hexagone, 3 et 3 dommages, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est... Alors j'aime pas trop justement les cartes qui sont réservées à un seul personnage, mais pour mettre 3 dommages avec 3 dés d'attaque, toujours la capacité de faire un critique, c'est assez tentant. Alors frappe sadique, donc réservé à Varclav, donc 3 marteaux pour 1 petit dommage. Par contre, si la cible a déjà au moins un pion blessure, cette attaque provoque plus 2 dégâts. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus sympa, parce que ça fait 3 marteaux pour 3 dommages. Et on va regarder après sa capacité de base. Alors s'il n'est pas exalté, 2 pour 2. Voilà, donc là déjà c'est meilleur, évidemment. Et après, 2 pour 3 contre 3 pour 3 s'il est endommagé. Donc c'est pas mal. Est-ce que ce sera tout le temps utile? Je sais pas, mais si on sait pas trop quoi mettre, pourquoi pas. Ensuite, malédiction du néant. Donc ça c'est réservé à la reine des ronces. Réaction, au cours de l'action de sort ou d'attaque de sort d'un combattant ennemi, si le sort est lancé et que le lanceur est à 3 cases ou moins de ce combattant, lancez un dé de magie. Sur focalisation, le sort n'est ni lancé ni résolu. Focalisation, ça fait une chance sur 2 quand même, hein. Donc, parce qu'on a toujours le critique évidemment. Ah, quoique, ah bah non, justement, là ça marche pas, parce qu'il ne faut pas le lancer, donc là on n'a qu'une chance sur 3. Voilà.
Bon, ça peut être sympathique, c'est aussi une réaction. Faut voir le méta, encore une fois, le méta, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous jouez. Si vous avez beaucoup de magos, justement, ça peut être intéressant. Si on a moins, évidemment, ça sert à rien. Voilà, si vous êtes sûr de savoir contre qui jouer, ça peut être intéressant. Là, encore une fois, après, si vous êtes en mode tournoi, c'est difficile. C'est une carte qui est... ouais, qui ne va pas forcément être intéressante tout le temps. Donc, bah voilà, là, je sais pas. Il faudra voir comment il va évoluer le méta. Alors, pour terminer, on va aller vers toutes les cartes qui sont dans le paquet bonus. Donc, il y a des choses voilà, qui existent déjà. On va passer à Annihilation, Conquête, on connaît. Refus, on connaît. Suprématie, on connaît. Ainsi le veut Nagash. Alors, marquez ceci à la 3e phase de fin, si aucun combattant ennemi ne tient d'objectif. Voilà, ça peut être sympathique. Parce qu'il y a des armées justement qui ne jouent pas hein, justement là-dessus. Donc ça peut être sympathique. Pour 2 points, ça peut se tenter. Emmenez-les, marquez ceci immédiatement si au moins 3 combattants amis ont effectué une action d'attaque réussie à cette phase. Donc le immédiatement c'est cool, le 2 points c'est cool. Par contre, une action d'attaque réussie. Réussi, c'est-à-dire qu'il faut que ça passe, c'est assez difficile. Je ne suis pas sûr que ça soit facilement faisable, parce que dès que l'adversaire va réussir une parade, réussir une esquive, et ben, du coup, vous n'avez pas réussi. Donc je pense que c'est une fausse bonne idée. Voilà, moi je ne la jouerai pas. Progression vengeresse, marquez ceci à une phase de fin, si tous les combattants amis survivants sont dans le territoire de votre adversaire. Ça peut être facilement faisable, parce que justement, vous avez beaucoup de mobilité. Marquez ceci à une phase de fin si tous les combattants amis survivants sont exaltés et qu'ils sont au moins 3. Je pense que c'est aussi une carte qui peut être jouée facilement. Parce que l'exaltation, on l'a vu, ça peut être assez facile, à moins que l'adversaire soit vraiment en train de jouer contre l'exaltation, mais ça veut dire qu'il va faire des mouvements qu'il aurait aimé peut-être ne pas faire. Il va sacrifier peut-être une activation sur un objectif ou quoi que ce soit pour justement faire bouger un de ses personnages pour pas qu'à notre tour, on puisse s'exalter. Donc si on force l'adversaire justement à faire des choses qu'il n'a pas envie, bah, c'est quand même aussi plutôt sympathique. Hein. Lourdement armé. Marquez ceci à une phase de fin, si au moins 3 combattants amis survivants ont chacun au moins une amélioration. Bon, voilà, si vous pensez que vous pouvez les faire, pourquoi pas. Marquez ceci à une phase de fin, si votre bande a réussi à lancer au moins 2 sorts lors de la phase d'action précédente. Ça, c'est très bien, parce que vous allez réussir, vous allez... c'est assez facile de lancer leur petit sort qui justement booste les dégâts, même si vous ne voulez pas les taper, ben au moins vous pouvez faire cet objectif-là. Alors ensuite, tempête insurmontable. Marquez ceci à une phase de fin si vous avez plus de combattants survivants que votre adversaire. Ça paraît difficile, dans une liste où vraiment on se soigne, pourquoi pas, mais bon voilà, moi je la jouerai pas, vous êtes que 3, ça rapporte que 1. Bon, à mon avis, c'est une carte pas très intéressante. Purifier la terre, marquez ceci à une phase de fin si vous tenez un objectif qui était tenu par un combattant ennemi au début du round, et ça rapporte 2 points d'objectif. Donc ça peut être sympathique, parce que y a toujours la capacité d'échanger, de permuter son personnage avec un adversaire. Donc vous venez dessus, vous le tapez, vous faites pas de recul, et puis après, s'il n'est pas mort, en général vous n'allez pas le tuer tout de suite sur la première action, vous pouvez les échanger, etc. 2 points, c'est quand même pas mal. Moi j'ai une carte que j'aime bien. Terre fissure, on a déjà vu. Afflux vital, on a déjà vu. Cri d'aimant. Réaction. Jouez ceci après que l'action d'attaque d'un combattant ennemi a été échouée. Ce combattant n'est plus exalté et ne peut plus l'être. Cet effet est persistant. Donc persistant, ça veut dire que vraiment, hein, vous allez laisser cette carte-là en jeu, et donc il ne peut plus être exalté. Ça peut être très bien hein, si vous jouez contre justement les nains, et que vous avez le chef qui est plus exalté, là ça fait une grosse différence. Cri d'aimant, c'est pas mal. Alors, ça demande à ce que l'action d'attaque de l'ennemi ait échoué, mais ça va arriver, hein. Des fois il va se craquer tout seul, hein. Il lance CD, il fait pas de symbole, et ben voilà, t'es plus exalté. Donc une carte sympathique. Et puis c'est une réaction, et encore une fois, les réactions, je trouve ça bien. Vortex hurlant, manœuvre de sort. Si ce sort est lancé, chaque combattant ennemi peut être poussé d'une case. Très bonne carte. Très bonne carte parce qu'on a du contrôle sur la table. On peut virer justement de tous les objectifs. Ouais, c'est une très bonne carte. Ensuite, chaîne paralysante. Chaque chaîne rasp ami apportant du soutien lors de la première action d'attaque de la prochaine action compte comme 2 combattants en soutien. Bon, comme vous allez souvent vous entasser vers l'adversaire, être côte à côte, je pense que c'est une carte qui peut être jouée, qui peut être sympa pour justement quand même créer des dommages parce que vous n'allez pas frapper très fort. Apparition soudaine, choisissez un combattant ami et placez-le sur n'importe quelle case de départ. Il n'y a pas de restriction, c'est n'importe quel combattant. Bon, bien sûr, c'est réservé aux épines, mais sur une case de départ, ça peut être une case de départ de l'adversaire, bien sûr, ou de chez vous, si vous voulez vous mettre en sécurité. Donc une très bonne carte.
Chaîne d'éclairs, manœuvre de sort. Si ce sort est lancé, effectuez 3 déviations depuis la case du lanceur. Tout combattant ennemi sur une case atteinte par la chaîne d'éclairs subit un dégât. Donc je vous expliquerai exactement comment marche la déviation dans la vidéo où je vais comparer Shadespire et Nightvolt. Mais en gros, il faut savoir que vous allez du coup lancer les dés, et puis en fonction de là où ça va aller, chaque case qui va être touchée, du coup les combattants vont prendre un dommage. Donc vous allez pouvoir mettre plusieurs dommages si vous avez des combattants qui sont à la queue leu. Donc voilà, une bonne carte je pense. Et là en foudroyant, le premier combattant ami qui effectue une action de mouvement ou de charge, la prochaine activation, peut se déplacer à travers les cases occupées et bloquées. Donc ça aussi, ça permet d'avoir un petit peu de mobilité. Et comme je pense qu'il y aura de plus en plus de cases bloquées, parce que pourquoi? On peut jouer les éclats de cristaux qui peuvent bloquer les cases, on peut jouer, je ne sais plus comment ça s'appelle, les fosses là qui mettent justement les zones de danger. Et du coup on peut se retrouver sur un terrain où déjà de base il y a plus de dommages, enfin il y a plus de zones infranchissables ou fatales, plus celles qu'on a rajoutées, et à un moment donné, ça peut être sympa quand même de pouvoir bouger un peu plus simplement. Esprit gardien, donc c'est une réaction. Jouer ceci après qu'une action d'attaque ou une manœuvre met hors de combat un combattant ami adjacent à un autre combattant ami, l'adversaire ne marque pas de point de gloire pour avoir mis ce combattant hors de combat. C'est pas mal, c'est pas une carte qui vous fait gagner un point, mais c'est une carte qui en enlève un à l'adversaire. Donc au final, ça revient un petit peu au même. Ça peut être sympathique, surtout si on est dans les débuts et que l'adversaire il comptait vraiment là-dessus pour pouvoir s'équiper d'une amélioration. Je pense que c'est une carte qu'il ne faut pas sous-estimer et qui peut être vraiment intéressante. Tempête protectrice, jouer ceci au cours d'une action de sort ou d'attaque de sort d'un combattant ennemi. Si le sort est lancé, jetez un dé de magie sur un résultat de focal. Le sort n'est ni lancé ni résolu. Alors, à la différence de celle qu'on a vue avec la reine des ronces, déjà on peut le faire qu'une seule fois, et il n'y a pas de limite de portée. Voilà, bon du coup, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Voilà, là c'est pareil, ça c'est une sorte de carte, je ne vais pas me prononcer beaucoup plus, ça va dépendre du méta encore une fois, s'il y a beaucoup de sorts, oui c'est intéressant, si c'est pas trop joué, moins intéressant. Roi de l'esquive, après, aucune... Bon, là, ça, on l'a déjà vu aussi, vous voyez, vous pouvez bouger, on a déjà vu. Le porte-bonheur, on a déjà vu. Alors, visage de la mort. Au cours de l'action d'attaque d'un combattant ennemi adjacent, avant tout lancer de dés, lancez un dé de défense. Sur un blocage ou un critique, l'adversaire lance un dé de moins pour cette attaque. Je pense que c'est une bonne carte, surtout que on peut le mettre sur le pendu, encore une fois, hein, qui est un Chain Rasp. Je suis pas sûr qu'on a envie d'équiper un petit perso. Mais voilà, ça donne un peu plus de survivabilité. Chaîne ectoplasmique, donc Avarclave, encore une fois, lorsque l'action d'attaque de ce combattant met hors de combat un combattant ennemi, gagnez un point de gloire supplémentaire. Donc c'est une carte à essayer, je pense que je vais la jouer, mais après il faut vraiment avoir faut jouer des petites potions de soin hein, pour que Avarclave justement il ne décède pas trop. J'aime pas trop non plus mettre tous les œufs dans le même panier. Alors, épine agrippeuse, réaction. Après une action d'attaque réussie de ce combattant, vous pouvez pousser de jusqu'à 2 cases la cible de cette action d'attaque. Elle doit alors terminer cette poussée adjacente à ce combattant. Et c'est la reine des ronces qui le fait. Donc en gros, ça correspond à la capacité d'attirer un adversaire à vous. Je suis pas sûr que j'ai envie que ma reine des ronces elle soit si facilement au corps à corps, sachant que justement, elle a une capacité de portée. Bon, à voir en combo, peut-être avec d'autres persos qui sont juste à côté. Ça peut être intéressant, mais là pour l'instant, c'est pas forcément une carte que je jouerai tout de suite. Réservé aussi à la reine des ronces, vengeance, inéluctable. Lorsque ce combattant effectue une action de mouvement ou de charge, au lieu de le déplacer normalement, vous pouvez le placer sur une case de départ. Ça par contre, c'est une carte que j'ai envie de jouer tout le temps, parce que ça vous donne extrêmement de mobilité et surtout une capacité de surprise. L'adversaire, il sait où vous êtes, donc il peut calculer, il peut dire, ok, tu bouges à 3 ou tu bouges à 4, je sais où tu peux aller, je sais qu'ici je serai en sécurité. Et là, avec cette carte-là, vous pouvez vous mettre sur une case, sur n'importe quelle case qui peut être chez l'adversaire aussi. Ça peut déjà vous mettre en recul. Enfin, il y a des combos à faire, je pense qu'il y a pas mal de petits coups à faire. Moi j'aime bien, donc voilà, une carte assez intéressante. Lame bénie, donc réservée à Stormsire. Donc pour 2, vous mettez 2 en fracassant. Voilà, je ne sais pas si on a vraiment envie de porter... Enfin, c'est qu'une attaque parmi d'autres. Bon, ouais, je suis pas extrêmement convaincu, surtout qu'on peut jouer une carte qui va dire tes attaques sont fracassantes. Bon, voilà, je suis moins motivé. Coup désarmant, réaction après une action d'attaque d'un combattant ennemi adjacent qui vise ce combattant et échoue, lancez un dé de défense. Donc sur bouclier ou critique, choisissez une amélioration d'attaque. Une amélioration d'attaque. Hein.
et cet ennemi, cette amélioration est défaussée. Donc s'il a par exemple une amélioration qui donne plus en blessure ou ce genre de choses, ça va pas marcher. Donc c'est assez, je trouve plus mes mots, mais situationnel, voilà. Donc franchement bof, il y a tellement de cartes à mettre que là je suis pas trop sûr. L'œil de cyclone, ça par contre très intéressant, inné canalisation, c'est une amélioration, ça veut dire que dorénavant, à chaque fois que vous allez lancer un sort avec ce personnage, hein, n'importe lequel, vous allez avoir automatiquement une réussite. Alors après, petit point de règle, on ne peut pas cumuler les capacités innées. Donc si vous avez inné donné par cette carte-là, plus l'autre carte qu'on a vue tout à l'heure qui donnait aussi un inné, vous ne pouvez pas avoir deux innés, vous aurez simplement l'un ou l'autre. Voilà, faire attention à cette petite règle. Et ensuite, on termine avec coup assommant. Donc pour astuce ou amnis, après une action d'attaque d'un combattant ennemi adjacent qui vise ce combattant et échoue, lancez un dé de défense sur bouclier ou critique, placez un pion charge à côté du combattant ayant attaqué. Donc un petit peu moyen, donc l'intérêt de mettre charge, c'est que l'adversaire il pourra plus utiliser cette figurine, mais souvent peut-être lui-même il a déjà fait une charge, voilà, je suis pas sûr que ce soit super intéressant. Donc voilà pour la présentation des cartes que vous allez trouver dans la boîte de Nightvolt. Alors, si vous jouez uniquement autre chose que justement les épines ou les briseurs, je suis pas sûr que les cartes génériques soient vraiment intéressantes et justifient l'achat. Par contre, après, vous n'avez pas que ça, bien sûr, vous avez les plateaux de jeu, et ça vraiment c'est très bien parce que ça redynamise vraiment globalement le jeu. Vous avez quand même des cartes qui peuvent être un petit peu intéressantes. Voilà, c'est à vous de voir. Pour l'instant, le méta, on ne sait pas ce que ça va devenir, donc c'est un peu difficile à anticiper. C'est pour ça qu'il faut faire des parties. Et c'est pour ça que bientôt, je vais vous proposer une partie, bien sûr, entre les épines et puis les briseurs. Donc normalement, ce rapport de bataille arrivera, alors je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, après il y aura le temps de montage, etc. Je vais bien sûr me dépêcher, mais il faut d'abord que je prenne les figurines pour vous proposer quelque chose de vraiment très joli. Puis je vais normalement jouer aussi avec Sandro, hein, qui lui aussi devrait peindre des Stormcast, et vous avez vu que c'est exceptionnel en termes de qualité de peinture. Tiens, je te lance des fleurs, mec, hein, voilà, gâteau, mais gratos, mais c'est mérité. Donc du coup, voilà, le rapport de bataille va pas forcément venir tout de suite. Par contre, je pense que j'aurais déjà fait une partie pour le live de mercredi 26, et je pourrais en parler avec plus de recul, voilà. Donc rendez-vous mercredi 26 pour le live, vous avez une autre vidéo sur l'unboxing, je vais vous faire aussi une autre vidéo sur les différences entre Shadespire et Nightvolt, donc les évolutions, qu'est-ce qui a changé en termes de règles, on va reparler de la magie, donc là ça va être plus technique, et puis je vous ferai aussi une petite vidéo où je vous montrerai les figurines montées, une fois que j'aurai réussi à les monter, un programme très chargé sur Iggy TV, donc merci à vous de continuer à me soutenir en vous abonnant, parce que c'est ça qui me motive aussi, hein, le nombre d'abonnés, un jour atteindre les 10 000 pour que justement j'ai le soutien de Games Workshop, que je puisse recevoir ces boîtes directement de ces Games Workshop, qui est une reconnaissance. Et puis, si vous voulez m'aider, hein, vous avez aussi le Tipeee, le like, le partage, et puis les commentaires aussi, hein, qui me font toujours plaisir. Écoutez, à bientôt!